Europe 1. Pascal Praud et vous. Et pour intervenir en direct, vous nous appelez, numéro non surtaxé d'Europe 1, 01 80 20 39 21. Eh bien, place à l'actu, désormais. Comment finir avec l'hyperviolence de certains jeunes? On n'arrête pas de poser la question, mais que faut-il faire? D'ailleurs, c'est pas tous les jeunes, hein, je le dis, c'est pas tous les quartiers. Moi, j'aime pas ce côté décivilisation qui toucherait tout le monde. Il me semble qu'il faut être plus précis que cela. Le Premier ministre Gabriel Attal est à Viry-Châtillon ce matin, 2 semaines après la mort d'un jeune près de son collège. Faut-il être plus sévère avec les parents, instaurer un couvre-feu comme dans certaines communes? Louis Dragnel, qui est le chef du service politique que vous avez écouté il y a quelques secondes, est présent et va pouvoir nous éclairer. Mais écoutons d'abord Gérard Larcher, il est président du Sénat. Il était l'invité de Sonia Mabrouk ce matin à 8h10 sur CNews et sur Europe 1. Aujourd'hui, être à Viry-Châtillon, pour le Premier ministre, et en faut symboliser l'échec de la politique du président de la République depuis 7 ans dans notre société. Échec. Une société qui est devenue plus violente, une société qui voit se dégrader son école, une société qui voit en quelque sorte le sentiment d'impunité monter, une société qui traverse une grave crise du logement et un pays qui est entré, j'allais dire, dans une réalité budgétaire particulièrement inquiétante. Bon, tout le monde peut être d'accord avec ce diagnostic. C'est les solutions ensuite qu'il faut envisager. Gérard Larcher, écoutons-le une deuxième fois parce qu'il remet en cause finalement les actions du président de la République. Nous avons besoin d'actes. Nous n'avons pas besoin de nouveaux Grenelles. Nous n'avons pas besoin de nouveaux débats. Nous avons besoin d'actes et des actes, notamment devant le Parlement, et des actes qui, j'allais dire, apporte une réponse à cette, pas simplement décivilisation, à cette perte de repères de notre société, qui naturellement est liée à la déstructuration des familles, mais aussi, il faut se dire les choses, à l'échec de la politique d'intégration. Et on voit bien dans les atteintes à la laïcité, et puis, pour partie, un cheminement lent d'une forme, j'allais dire, d'islamisme radical. Là, les choses sont dites, et elles ne sont pas dites toujours et tout le temps. Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, il était en Guadeloupe, écoutons-le là aussi. Une délinquance qui, on le constate, est de plus en plus jeune et qui est de plus en plus armée. Et donc j'ai demandé, suite à une discussion avec monsieur le maire et avec madame la ministre des Outre-mer, à monsieur le préfet, de prendre un couvre-feu pour les mineurs. Donc tous les mineurs de moins de 18 ans ne pourront pas circuler dans les rues de Pointe-à-Pitre après 20h. Je vous propose également d'écouter Robert Ménard, c'est le maire d'hiver droite de Béziers. Il était ce matin sur CNews. En 2014, j'arrive à la mairie et je prends une mesure, pardon, vous vous moquez de moi, mais de bon sens. Un gosse de moins de 13 ans, pourquoi je choisis moins de 13 ans? Puisque à moins de 13 ans, tu vas plus en prison. Après 11h du soir, il n'est pas tout seul dans la rue. Enfin, attendez, vous avez des gosses, tu te vois les mettre dans la rue à 2h du matin. Qui me poursuit? La Ligue des droits de l'homme. C'est vrai qu'ils ont... Toujours du bon côté. Toujours, voilà. Alors il va y avoir un appel, je gagne au tribunal administratif, je gagne un appel, je perds, Pascal, en Conseil d'État et je suis condamné à 5 000 € d'amende pour avoir proposé un truc qui est le bon sens même. Oui. Un gosse, il a pas... Vous avez perdu? Mais bien sûr que j'ai perdu. Témoignage absolument sidérant de Robert Ménard, et c'est pour ça qu'on se demande si le politique peut être efficace, si Conseil d'État, parfois Conseil constitutionnel, on l'a vu sur la loi immigration, si toutes ces instances dites de régulation aujourd'hui ne sont pas un frein pour le politique. On va être évidemment avec quelques auditeurs, et notamment Olivier de Béziers, mais Louis de Ragnel, ce qui est intéressant vraiment, c'est que on sent une charge assez forte, en l'occurrence de Gérard Larcher, qui n'est pas n'importe qui, c'est le 3e personnage du pays, deuxième président du Sénat, pardonnez-moi, et qui dit au fond des choses que une droite dite dure, disait il y a quelques années, mais que les Républicains peut-être refusaient de dire. Oui, alors... Je pense aussi que c'est parce qu'il y a le constat de la dégradation de tout montre que les Républicains maintenant peuvent se permettre de dire la vérité telle qu'elle est. Et c'est vrai que jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à il y a quelques années, c'était le Rassemblement national à chaque fois qui mettait les pieds dans le plat. Voire quelques mois, parce que je trouve que les choses vont vite quand même. Hein. Oui, vous dites quelques années, les LR, il y a le changement. Souvenez-vous de ce que disait Valérie Pécresse il y a simplement 2 ans. Puis, même il y a quelques années, Alain Juppé avec l'identité heureuse, oui, mais tous ces
concepts sont complètement éculés aujourd'hui parce que la réalité explose et devant nos yeux. Donc aujourd'hui aussi, Gabriel Attal, donc qui doit s'exprimer là d'une minute à l'autre, il sait qu'il est attendu au tournant parce que là, il s'agit pas uniquement de relancer son mandat à la tête de Matignon. Le sujet est quand même extrêmement grave. Vous le dites très souvent, on parle de faits de société. Maintenant, c'est toutes les semaines qu'il y a des faits de société avec une surreprésentation de mineurs qui, dans la délinquance, il y a des mineurs qui sont tués. Et donc, si Gabriel Attal fait des annonces sur les téléphones portables ou sur les mamans solo, ça ne suffira pas. C'est pas ça ce que veulent les gens. Aujourd'hui, le problème, c'est les sanctions. Mais pour mettre en place des sanctions, la difficulté, c'est que ça coûte. On a beau dire qu'il y a des mesures qui coûtent rien, si ça coûte de l'argent. Non, mais il y a un état d'esprit. Moi, si vous me permettez d'apporter la contradiction, tout à l'heure à 9h, sur Europe 1 et sur CNews, nous avons ouvert avec ce motard mineur, 17 ans et demi, de Schiltigheim, qui percute un policier. Et moi, j'aime bien, évidemment, suivre ces affaires-là. Ça s'est passé il y a 3 jours. Absolument. Bon. Il est sorti hier de garde à vue. Sous contrôle judiciaire. Sous contrôle judiciaire. Alors qu'il aurait dû être placé en détention provisoire. Il a 17 ans et demi. C'est-à-dire que, je ne sais pas si Mickaël a vu cette image très puissante, très forte. On voit un motard foncer délibérément tentative dans d'homicide un policier. Volontaire. Oui, bon. On est là-dedans quand même. Oui, alors c'est pas ce qui a été retenu d'ailleurs. Non, moi je suis d'accord avec vous, mais c'est pas ce qui a été retenu. Et les Français, je pense, ne comprennent pas. Mais personne ne comprend. Personne ne comprend que quand il faisait du rodéo. Donc un policier, déjà il est en faute, il fait du rodéo. Un policier veut l'arrêter. Il fonce délibérément sur lui. Et cet homme qui a 17 ans et demi est simplement sous contrôle judiciaire et sera jugé dans 2 mois. Mais c'est incompréhensible. Bien sûr. Absolument incompréhensible. Et là, c'est pas une question d'argent, c'est une question d'état d'esprit. Vous avez un juge qui fait ce qu'il veut. Vous avez raison. Non, mais il y a un problème au niveau de la justice. Vous l'avez très bien illustré. Il y a un autre sujet qui est vraiment civilisationnel. Et là, pour le coup, je suis pas tout à fait d'accord avec ce que vous disiez tout à l'heure. Aujourd'hui, des parents qui laissent leurs enfants dans la rue, c'est ce que disait Robert Ménard. C'est qu'en fait, ils n'ont pas compris leur rôle de parents. C'est qu'il y a quelque chose qui s'est déréglé dans la société. Le problème, c'est que c'est pas une exception. C'est que c'est devenu parfois la norme dans certains quartiers. Et en fait, il y a beaucoup de gens, beaucoup de parents qui ont tellement été habitués au fait que l'État nounou s'occupait de tout, qu'ils se sont même dit que l'État allait s'occuper de leurs enfants. C'est ça le problème, c'est le dérèglement, il s'est passé à ce niveau-là. Ensuite, il y a quand même une question de moyens. Les juges veulent placer des enfants dans des centres éducatifs fermés, c'est une espèce de prison pour mineurs. Il n'y a pas de place, donc c'est pas possible. Ils veulent mettre en place des mesures ce qu'on appelle socio-éducatives. On n'arrive pas à les mettre en œuvre parce qu'il n'y a personne pour les mettre en œuvre. Et puis quand les juges veulent placer en détention, il n'y a pas assez de place de prison. Donc il y a quand même des choses assez basiques, mais qui coûtent de l'argent. C'est un choix. Oui, mais alors au-delà de ça, d'abord on peut s'interroger, est-ce qu'il n'est pas trop tard? Parce qu'il y a 2 types d'actions. Il y a d'abord, effectivement, cette génération-là de la mettre à l'écart et de trouver les solutions que vous venez de citer, mais il faut préparer la génération qui viendra derrière. C'est-à-dire qu'il faut reprendre tout un travail à l'école de formation, d'assimilation, d'autorité, de ça. C'est un double travail. Et responsabiliser les parents. Non, mais on dit toujours responsabiliser les parents. Écoutez, ça va être coton, hein. C'est un petit peu un poncif, mais en fait, les parents sont responsables de leurs enfants. Et malheureusement, aujourd'hui, on voit, il y a de plus en plus, faut le dire, de mauvais parents. En fait, qui ont des enfants, on ne sait pas très bien pourquoi. Et donc, quand vous avez des enfants, alors c'est-à-dire que moi, j'ai des enfants, familles... je sais que l'éducation, c'est pas facile. Mais je sais. Et je juge pas. Mais c'est très dur d'ailleurs pour ces mères parfois, parce qu'on sait bien que les familles ont explosé. Moi, la difficulté, c'est que on peut pas lancer la pierre à des femmes parfois qui ont 3, 4, 5 enfants toutes seules, les élevant seules, avec un homme qui est parti et qui ne s'occupe jamais des enfants. C'est tellement dur aussi pour elles que vous avez raison. Ça pose et en même beaucoup temps, de problèmes à la société. Je ne sais pas ce qu'il faut faire d'ailleurs. Et en même temps, il y a des contre-exemples à ce que vous dites. Au lendemain de la guerre, il y avait énormément de femmes qui élevaient leurs enfants seuls. Ils sont pas tous devenus délinquants. Mais vous avez raison. Vous avez parfaitement ça peut raison, exister. mais... Alors, ce sont des mères admirables. Oui. Et la société a changé. Il n'y avait pas Internet. On peut donner plein d'arguments, mais globalement, il y a quelque chose qui est possible. Et c'est pour ça qu'il faut s'interroger sur le dérèglement de la société et pas uniquement sur les mesures techniques, le téléphone portable, les éducateurs. Il n'y a pas que ça dans la vie, quoi. Évidemment, c'est pas les écrans qui sont responsables de cette violence, bien évidemment. Nous allons marquer une pause, Monsieur Blanc. À l'antenne. Oui, tout à fait, Pascal. Monsieur Blanc, comment allez-vous? Ça va très bien, Pascal. Ça, je vais le faire jusqu'à la fin de la semaine. Vous avez encore jusqu'à demain. Jusqu'à la fin de la semaine. Bon, donc on marque une pause et nous revenons dans 1 seconde
pourquoi pas avec une surprise. Tiens, l'homme de la revue de presse, il va venir nous dire bonjour également parce que c'est un nouveau venu à Europe 1 et il va nous dire comment il a vécu ces 3 premiers mois dans cette grande station bleue, comme 3, d'ailleurs pas 3, maintenant ça fait 6. Il est là depuis septembre, 7, exactement. Bon, à tout de suite. Le journal permanent à 11h30, la suite de Pascal Prévost dans un instant sur Europe 1. Une vague bleue qui veut m'emporter, c'est comme un amour qui aurait existé. C'est une chanson un peu méconnue de Michel Thor, Une vague bleue. Mais moi j'aime beaucoup cette chanson, qui a à mon avis une petite 50aine d'années, une petite 40aine, mais qui correspond tout à fait à ce que vit Europe 1. On sera avec Olivier de Lagarde dans une seconde, mais un autre Olivier d'abord, et vous restez évidemment avec nous, Monsieur Ragnel, puisque nous parlons de ce... Comment finir avec l'hyperviolence de certains jeunes. Je remarque que Gérard Larcher n'est pas exactement, il est plus précis. Il parle de la difficulté d'intégration, il parle d'islamisme dans certains quartiers de France. Bien sûr. Olivier, bonjour, vous habitez Béziers, votre sentiment sur ces sujets? Bonjour Pascal, bonjour à tous. Écoutez, mon sentiment sur le sujet, c'est que je suis lassé de la lâcheté de l'État, parce qu'il y a des mesures à prendre qui sont simples. Et la première, ça serait déjà la révision de l'ordonnance de 45 qui régit la justice pour les mineurs. Et actuellement, je pense ne pas me tromper en disant qu'un jeune d'après-guerre n'est pas du tout dans la mentalité, dans les actes, un jeune de nos jours. Donc il y a la responsabilité des parents, qu'on soit bien clair, il y a des défauts d'éducation qui sont flagrants. Comme il a été indiqué tout à l'heure, il y a aussi des fois des notions de religion qui viennent s'intégrer là-dedans. Et pour moi, il suffirait dans un premier temps de remettre le respect comme première valeur, que ce soit dans l'éducation, que ce soit dans les forces de l'ordre et un petit peu partout, qu'on assainisse entre guillemets cette situation. Quand je vois les violences qui ont eu lieu, ce policier qui a été renversé par un mec de 17 ans, mais je suis outré, extrêmement outré. Et quand on voit les suites judiciaires, c'est ce que je vous disais, revoir l'ordonnance de 45, quand on voit l'affaire de Samara où la religion a été mise au milieu d'une pauvre gamine qui s'est fait tabasser, Oui. Arrêtons tout, aplanissons les choses. Une fois qu'on a dit ça, on fait quoi? C'est-à-dire que moi j'ai l'impression de faire les mêmes émissions avec parfois les mêmes remarques, parfois avec les mêmes observations, parfois avec les mêmes solutions proposées qui n'en sont pas d'ailleurs. Donc si vous avez une solution, faut vite la dire. Je l'ai dit parce que la révision de l'ordonnance de 45. Oui, on reprend la justice et on arrête de dire qu'un enfant de 16 ou 17 ans actuellement n'est pas Ce responsable. sera pas annoncé, non. Gabriel Attal ne l'annoncera pas. Non, d'abord, je trouve que vous avez raison à court terme, vous avez raison, c'est-à-dire que le mal est beaucoup plus profond, si j'ose dire. Le souci, c'est qu'on a eu un modèle, France, qui a existé pendant des années, qui était l'assimilation. Ouais. Bon. Donc, ceux qui arrivaient de l'extérieur acceptaient l'idée, qui n'est pas forcément agréable d'ailleurs, de renoncer à une part de leur culture pour le mieux vivre ensemble. Et on a cité 50 fois les mêmes exemples. Les parents italiens demandaient à leurs enfants de ne pas parler italien. Bon, tout ça avait un but, l'assimilation. Et vous aviez des gens qui étaient plus français que les Français, qui voulaient être plus français que les Français. Bon, aujourd'hui, on a un modèle différent. Au nom d'ailleurs de la tolérance, et ça a été parfois des idées très généreuses, on a dit à l'américaine, viens comme tu es. Ça, c'est dans les années 80. On va s'enrichir de nos différences. C'est SOS Racisme, c'est toutes ces années 80 qui arrivent avec une idéologie différente. Et aujourd'hui, on se rend compte des difficultés que ça met en place. Parce que pendant des années, on a dit à tous ces jeunes gens, sois comme tu es, viens avec ta différence. Si aujourd'hui on leur dit le contraire, ça peut poser aussi des problèmes. Donc la solution, elle n'est pas facile. Et le grand paradoxe, c'est que la 3e ou 4e ou 5e génération, parce qu'on en est maintenant à peut-être la 4e génération, a plus de soucis à trouver sa place parfois vis-à-vis de la culture française, des traditions françaises, que ceux qui étaient présents dans les années 70 ou 80. Donc c'est quand même un paradoxe. C'est un paradoxe. Ce qui est très intéressant, Pascal, dans ce que vous dites, c'est que on en vient un petit peu justement à cette idéologie woke actuelle qui essaie d'être partie prenante dans notre pays et qui est totalement contre nature par rapport à notre idée de nation, où effectivement l'idée de nation, comme moi en tout cas je l'entends, c'est tu viens chez nous, il y a
aucun problème à partir du moment où tu épouses les valeurs de la France. Et à l'heure actuelle, on essaie de cultiver toutes ces différences qui, soit dit en passant, sont même incompatibles entre elles. Prenez la défense de la religion musulmane et l'idée que certaines personnes dans cette religion ont de la femme, et en même temps, dans le même courant wokiste, des féministes qui essaient de défendre un peu cette idée. Enfin, moi, ça me fait gentiment sourire, si vous me permettez. Donc, je trouve que c'est assez délicat. Il faudrait revenir aux fondamentaux et arrêter les grands effets de manche. Alors, je me permets une petite digression. Quand j'ai entendu Robert Ménard ce matin, qui est intervenu avec vous, faire ces effets de manche, moi, j'appelle ça comme ça, faire le donneur de leçons. Je pense que si on n'avait pas proposé le couvre-feu à l'heure actuelle au niveau de l'État, étant donné que maintenant il est pro-Macron, il ne se serait pas vanté, en tout cas, de ce qu'il a fait en 2014, au même titre qu'il ne se vante pas de... On va écouter chaque mot qu'a dit Monsieur Attal. On va voir s'il dit les mots que disait, par exemple, Monsieur Larcher. Pour le moment, il y a une dépêche AFP qui vient de tomber. Addiction d'une partie de nos adolescents à la violence. Ça me paraît un peu juste, pour tout vous dire, comme diagnostic. Écoutons ce qu'a dit le Premier ministre. L'autorité et la règle commune sont trop souvent défiées par certains jeunes. Cela nous rappelle à ce sentiment qu'une partie de nos adolescents glisse lentement vers une forme d'isolement, d'individualisme, et parfois même vers le pire, vers une forme de violence déchaînée, morbide, sans règle. Je dis bien une partie de nos adolescents, et une partie seulement, car c'est bien une minorité d'adolescents que les Français ne comprennent plus. Cette part, cette minorité de jeunes et d'adolescents que les Français ont le sentiment de trop voir dans le poste, rimé avec perte de repères, contestation des règles les plus élémentaires et parfois même déchaînement de violence. J'entends ce qu'il dit, mais on est sur des propos qui me paraissent généraux. On va marquer une pause et qui demanderait d'être plus précis. Vous restez encore avec nous, cher Olivier de Lagarde, cher Olivier... Louis, moi. Cher Louis de Raguenel. Avec grand plaisir. Cher Louis de Raguenel. Non, mais parce que j'ai Olivier de Béziers devant moi, c'est pourquoi je voyais ce Olivier de Béziers, puis Olivier de Lagarde. Olivier de Lagarde qui, comme nous, est arrivé en août dernier dans cette grande maison bleue. Absolument. J'étais dans mes petits souliers, hein. Je sais pas vous, Pascal, mais pour deux raisons en fait. Première raison, c'est que je venais d'une maison concurrente et néanmoins amie où j'avais passé quand même 32 ans. Et puis Europe, pour moi, c'est une marque, c'est une légende. C'était la radio de quand j'étais petit. André Arnaud. Europe Midi, enquête, analyse, reportage. C'était le compte tenu d'Europe Midi, tout de suite une page en couleur avec Maryse. Il y avait ça. Et est-ce que vous vous souvenez d'Europe Stop, Pascal ? Mais bien sûr. Vous savez, les gens mettaient un autocollant derrière la voiture. Bien sûr. Et il y avait des gens, Harold Gay qui était dans sa voiture, avec les enveloppes, vous comptez, bien monsieur, 100 francs, 200 francs, 300 bien sûr. francs. Je suis derrière une 504 et immatriculé 22 NJ44. Si vous nous écoutez, monsieur, dans votre voiture, eh bien, vous arrêtez. C'était ça, Europe Stop. Vous n'avez pas connu. Alors, il fallait que le type, ou le conducteur ou la conductrice écoute la radio. Donc, à ce moment-là, la personne arrêtait. Donc, vous aviez Julie, pourquoi pas, qui faisait aussi Europe Stop, qui disait « Ah, le conducteur est en train de s'arrêter. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Je suis banquier. Ah, vous habitez Nantes, vous habitez Bordeaux, hein ?» Et puis, on lui donnait une enveloppe. Et il choisissait entre 3 enveloppes. Et puis il comptait. Aujourd'hui, on pourrait plus faire ça. D'ailleurs, c'était de l'argent liquide dans des pochettes, dans des enveloppes. Et c'était Europe Stop. C'était une légende. Mais toutes les émissions, on écoutait effectivement. Donc c'était la radio de mon enfance. Donc évidemment, si vous voulez, quand je suis arrivé là, j'étais quand même impressionné. Et puis, vous l'avez beaucoup dit. L'ambiance générale, vraiment une rédaction. Où les gens se parlent, les gens sont sympas, avec un vrai plaisir de faire de la radio. Et ça s'entend à l'antenne. On en parlera encore dans quelques instants. Votre revue de presse est programmée tous les matins vers 8h40. Elle dure une petite dizaine de minutes. Non, un peu moins même. J'aimerais bien que ça dure. Mais vous arrivez à quelle heure le matin ? J'arrive. Alors, moi, je vais vous dire, ma journée commence à 21h30. La veille. Ouais. Et là, je me mets dans mon lit avec ma tablette et là, je commence à lire les journaux. Et je lis les journaux jusqu'à minuit. D'accord. Ensuite, à minuit, j'éteins pile, réveil 4h10. Bon, écoutez, la vie merveilleuse d'Olivier de Lagarde. Il est 11h40, à tout de suite. Merci infiniment pour votre grande fidélité à Europe 1. Pascal Praud est avec vous jusqu'à 13h, oui. Avec une surprise, tout de suite après la pause. Ah bah très bien. À tout de suite. 11h, 13h. Pascal Praud sur Europe 1. Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit
11h45, je crois que si vous nous suivez depuis 11h, vous savez que nous célébrons les bons résultats d'Europe 1 avec notre ami Monsieur Boubouk qui s'est mis en bleu aujourd'hui, qui fait le tour de la maison et qui est allé dans les étages. Nous sommes ici au 2e étage, au 3e étage à Europe 1, mais Madame Benke peut-être. Est-ce que vous m'entendez ? Avec qui êtes-vous ? Ah, Pascal, ça y est. Bon, alors écoutez, mais on vous voit pas. Je suis... Ouais. Mais vous ne me voyez pas, mais vous m'entendez, non ? C'est je la vous radio. entends. Bon, oui, c'est de la radio, c'est vrai. Oui, c'est pas faux. C'est sympa de vous le rappeler. Bon, Merci. alors je suis au 7e étage. Vous savez ce que c'est un peu le 7e étage ? Le 7e étage, c'est attention, là, c'est là que c'est l'étage roi. Je suis en haut de la tour. Je suis entouré de grands dirigeants, etc. Je peux vous dire qu'entre eux et moi, il y a un certain contraste. Ils me regardent comme un animal. Bon, allez, c'est pas grave. Oui. Alors voilà. Et vous êtes avec qui ? C'est que. Alors, je suis avec les réseaux sociaux, etc. Ne vous inquiétez pas pour l'instant. Donc, je me dirige vers le bureau de Constance Benke, vous le savez. Bien sûr. Voilà, la grande directrice, la grande présidente. Je joue un petit peu mon licenciement, on va le dire comme ça. Je suis en collant bleu intégral. Oh non, bon, allez, c'est pas grave. Allez, on y va. Faut avoir le courage, là. Bon. Alors, attendez, je me dirige. Tac. Là, c'est où, là ? Parce qu'elle est pas au bureau des courant. grands dirigeants. Écoutez, je sais pas, c'est mitigé. Ah oui, on me regarde, mais vraiment, comme si j'étais un extraterrestre. Bon, et c'est pas grave. Bonjour. Aïe. Qui est là ? Toc. Oh là là. Bonjour, Madame Benke. Bonjour, alors attendez, vous savez ce qu'on va faire ? Qui est là Je suis devant Constance Benke et Pascal, la grande patronne. Je lui donne un casque pour qu'elle vous entende. Oula, beau bureau, si je peux me permettre. Il est tout bleu. Je ne sais pas. Bonjour d'abord Constance, et on s'est vu tout à l'heure, et félicitations évidemment de diriger cette grande maison comme vous la dirigez. Vous avez vu Monsieur Boubouk qui est devant vous. Vous avez vu. Monsieur Boubouk me fait peur. Ben oui, un petit peu. Mais félicitations à vous, surtout Pascal, parce que plus 48% sur cette tranche, c'est un très très beau record et on est très heureux. Mais ce qui me fait un petit peu peur, c'est que la dernière animation, c'était l'âne pour Noël. Oui. Et là, j'ai un peu l'impression d'être le bœuf pour les bons résultats. Non, mais ça va, ça vous plaît quand même, ce collant intégral bleu, oui ? J'aime beaucoup, je crois que je vais le mettre peut-être. Je vais peut-être le mettre pour le prochain comité de direction. Bon, merci en tout cas Constance de nous laisser libre à l'antenne, parce que la radio, c'est de l'humeur, c'est bien sûr de l'actualité et nous la traitons tous les jours, mais c'est la traiter d'une certaine manière, avec un peu de légèreté aussi, et avec des personnalités aussi particulières que notre ami Olivier, Monsieur Boubouk. Merci de l'autoriser. Il y a peu de métiers dans lesquels un salarié peut aller voir sa patronne habillée tout en bleu en lui disant tout va bien. Mais c'est ça, moi je pense que c'est un état d'esprit la radio, et merci de nous permettre de garder cet état d'esprit, chère Constance. Merci Pascal, et merci d'écouter les gens, parce que c'est pour ça que nous progressons, je pense. Ben c'est vrai. Et merci bien à sûr. Monsieur Boubouk de m'avoir fait peur en rentrant comme ça dans mon bureau. Ben oui. Bon. J'espère que vous n'allez pas me licencier quand même, hein ? Non. Je vais vous donner une prime. Je ne suis pas monté pour rien. D'ailleurs, il y a une grosse enveloppe. Pascal, il y a une grosse enveloppe sur le bureau, c'est marqué Pascal Pro. Je sais pas pourquoi. En fait, il est en train de ressusciter Europe Stop. Et il va piquer les enveloppes. Exactement. Il va piquer les enveloppes, et c'est lui qui a Je vais gagné. chercher dans mon porte-monnaie, je vais dire merci Pascal. Bon, merci Constance. Merci à vous, madame. Merci. Bon, évidemment, Dona Vidal-Revel, évidemment, Monsieur Liberty, qu'on taquine un peu, parce que c'est le directeur de l'antenne, et on l'a vraiment, on le remercie de l'accueil que nous avons eu ici dans cette maison. Et Olivier, vous faites une petite sieste l'après-midi, cher Olivier ? Moi, non, une grosse. Ah oui, c'est vrai. Une grosse sieste. Ouais, oui, non, c'est important, parce qu'il faut avoir les idées claires quand même, les yeux en face des trous, comme on dit. Voilà. C'est court une revue de presse, mais c'est dense. Et il faut synthétiser, évidemment, et parfois vous devez être un peu frustré, j'imagine, parce que vous pourriez. Il y a plein de trucs qu'on aimerait, voilà, mais évidemment. Mais de toute façon, une bonne revue de presse, c'est quand on en sort frustré. Les jours où vous vous dites, alors là, j'ai tout dit, là, vraiment, c'est que ça, en général, ça n'a pas été bon. Merci Olivier. Rendez-vous évidemment demain à l'antenne vers 8h40. Il y avait un autre Olivier qui nous attendait de Béziers. Je ne sais pas s'il est toujours là pour conclure sur ce sujet que nous entamions tout à l'heure, la violence dans la société. Il est là, Olivier, pour qu'on lui dise au revoir ? Je suis là, Pascal. Bon, Olivier, vous êtes à Béziers. Vous trouvez par exemple que Robert Ménard correspond assez bien finalement aux attentes que vous pouvez avoir sur la société d'aujourd'hui ? Non.
Non, parce que je trouve que les personnes changeantes ne conviennent pas à l'heure actuelle aux idées qu'on doit avoir aujourd'hui. Et je pense qu'il faut plutôt des personnes droites et fermes, du moins si on veut résoudre nos problèmes actuels, pour pouvoir aller de l'avant et remettre de l'ordre dans la société. Et vous trouvez qu'il change, Robert Ménard? Il évolue. On dit il change, il évolue. Oui. Moi, ce que j'aime bien chez Robert, c'est qu'effectivement, alors c'est difficile, peut-être lorsqu'on fait de la politique, parce que parfois, il faut savoir manger son chapeau, comme on dit, mais il dit les choses telles qu'il le pense. Donc quand un de ses amis, il n'est plus en phase avec un de ses amis politiques, il le dit. Alors évidemment, il y a quelques conséquences. C'est ce qu'il disait ce matin, à la fois sur Marion Maréchal, mais aussi sur Éric Zemmour, duquel il fut proche un moment. Disons que m'intéressant particulièrement à ma ville, ce qui est logique, c'est on sait les alliances qu'il a conclues à une époque pour arriver au pouvoir, et on sait ce qu'il raconte maintenant. Et je pense qu'il y a énormément de personnes qui sont déçues de ce changement. Voilà. C'est disons qu'on voit ce qu'il vise, et là je suis plus en accord avec lui. J'ai pu être à une époque, mais en tout cas maintenant je ne le suis plus. Je vous propose d'écouter Gabriel Attal, parce qu'il était ce matin, comme vous le savez, à Viry, et chacun va décrypter évidemment les mots du Premier ministre. Oui, il y a des parents sincèrement débordés, et on doit les aider. Mais tous les acteurs de terrain vous le diront, au premier rang desquels les maires de nos communes qui y sont confrontés. Il y a aussi des parents qui ne tiennent pas leurs enfants, qui n'assument pas leurs responsabilités, qui laissent prospérer la spirale de la violence. Le cadre familial doit être un cadre, un vrai, et nous devons y veiller. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, c'est la République qui contre-attaque. C'est cela que nous sommes venus lancer aujourd'hui depuis Viry-Châtillon. La mobilisation générale de la nation pour renouer avec ses adolescents, juguler la violence, réaffirmer notre projet d'une jeunesse libre et émancipée, reconquérir le droit à la France tranquille, confiante dans l'avenir et sereine dans sa vie. D'abord, comme toujours, c'est très bien écrit. Il y a plein de punchlines. Je les découvre en même temps que vous. La France tranquille, la République contre-attaque. Là-dessus, il n'y a aucun souci avec Gabriel Attal. Il est excellent dans la forme. Je maintiens que je n'ai pas entendu échec d'intégration. J'ai pas entendu cela. J'ai pas entendu le diagnostic que pose Monsieur Larcher. Et c'est toute la difficulté aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faut dire les mots, poser le bon diagnostic, et peut-être après imaginer des solutions. Nous sommes avec Valérie, c'est bien cela? Qui nous écoute. Bonjour Valérie, vous habitez Paris, vous découvrez les mots de Gabriel Attal sur la société du moment. Oui. Quel est votre sentiment? Alors, moi, mon sentiment, je suis arrière-petite-fille d'immigrés, donc j'ai toujours vécu dans des huttes, avec, comme on dit dans le jargon, avec des Noirs et des Arabes. Et je trouve que le gouvernement d'aujourd'hui, mais il y a quand même 30 ans que ça dure, on va dire aussi, c'est qu'il faut prendre des mesures. Il faut prendre des mesures. Oui, mais lesquelles? J'entends bien, mais une fois qu'on a dit ça, lesquelles? Alors, première chose, je pense qu'au niveau de l'éducation nationale, il faudrait changer beaucoup de choses, parce que personnellement, Vercingétorix, c'est bien beau, mais je m'en foutais complètement. Moi, ce qui m'intéressait, c'est qu'on me montre ce qui est la future société dans laquelle je vais évoluer. Ah non, mais donc, oui, mais alors là, Valérie, là, vous allez me fâcher, parce que si on ne sait pas d'où on vient, ça va être difficile de savoir. Si vous voulez pas qu'on fasse l'histoire de France et qu'on raconte aux petits Français d'où ils viennent, pas que, bien sûr, pas que, mais en histoire, comment voulez-vous raconter l'histoire de demain? Moi, j'en sais rien, ce qui va se passer demain. Mais Vercingétorix, d'abord, moi, ça me passionnait, contrairement à vous, parce que j'aimais bien l'histoire, mais j'adore l'histoire. Alors, on va pas passer notre temps à raconter les Gaulois, et c'est plus intéressant, sans doute, et vous avez raison, de raconter les 150 dernières années de l'histoire de France. Mais si nous ne savons pas, ou si les petits Français ne connaissent pas leur histoire, je vois pas comment ils peuvent comprendre la société dans laquelle ils vivent. Alors ça, vous avez entièrement raison, et je suis d'accord avec vous. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas que ça. Mais personne ne dit qu'il faut que ça. Il faut du français, il faut des maths, il faut toutes les... Bien sûr. Bon, en tout cas, on va poursuivre la conversation après la pause, parce qu'il est déjà 11h55. Je suis d'accord avec vous. Mais restez avec nous, parce que ça va être passionnant, je le sens, de vous écouter. Et Constance Benquet a raison lorsqu'elle dit il faut écouter les auditeurs d'Europe 1, et en général, il faut écouter effectivement les Français. On est sur une petite programmation musicale bleue. On a entendu Michel Thor, les mots bleus. Elle est très bien, la vague bleue. La Java bleue, vous l'avez calée, Monsieur Blanc, la Java bleue? Alors, il faut que je la cherche, celle-ci.
Mais vous connaissez quand même la chanson La Java Bleue. Ah bah alors, je vais la connaître. Java Bleue, la Java la plus belle. J'avais Étienne Dao, moi, Pascal. Ah, allez-y. Le monde est comme toi, le monde est bleu comme toi. Je fais l'amour quand le vent serre, et je sais le mal que l'on nous fait. C'est bien ça. Ah oui. Ça, c'est Dao, c'est vraiment, c'est notre jeunesse. Il y a beaucoup d'émotions quand on écoute Dao. Vous étiez pas né. Si, quand même. En 84, vous n'étiez pas né. Ah bah tout pile. Tout pile. Comme vous dites, tout pile. C'est nos 20 ans, monsieur. Ouais, oui. Bon, qui est en régie? Il est revenu, hein, monsieur Bleu? Oui, il est là. Je suis là, monsieur. Ah ouais, écoutez, janvier. Oh là là, j'ai stressé, hein. Je me suis dit quand même la présidente. Mais bon, ça l'a fait. Bon, Oui. et la petite enveloppe? Ah, bah je vous l'ai ramené. Bah, c'est une mallette en fait. Hein. On ne ramène pas une enveloppe, ami. Ah, qu'est-ce qu'on fait alors? On rapporte. Oh là là, ça c'est pas bien de me faire ça aujourd'hui. Ça c'est méchant. À tout de suite. Oui. Allez, à suivre sur Europe 1, le journal de midi, bien sûr, et la deuxième heure de Pascal Pro et vous jusqu'à 13h. À tout de suite. Alors on était avec Valérie parce que sur l'hyperviolence, et on a entendu Gabriel Attal, bien évidemment, et vous dites Valérie, l'école oui, mais l'histoire c'est pas ce qu'il y a de plus important, et Vercingétorix c'était pas ce que je préférais écouter. Et Alors, ce que je voudrais d'abord entendre, disiez-vous, c'est la société de demain. Alors, je vais m'expliquer sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Je pense que l'histoire de France est essentielle. Je pense que c'est essentiel, mais qu'à côté, il faudrait faire venir, par exemple, des intervenants qui sont à la retraite, qui ont fait des métiers d'excellence dans l'artisanat, la mode, où ces personnes ont vu du beau et du bon. Et comme ça, je pense que ça peut ouvrir les élèves à la possibilité et une vision de ce que chacun peut faire de ses mains. Et surtout donner l'envie de l'essentiel, c'est-à-dire les relations humaines, parce qu'ils ne savent plus du tout communiquer avec le portable, avec toutes ces tablettes. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui pourrait porter ses fruits. Vous avez des enfants, Valérie? Non, j'en ai pas. Mais j'ai beaucoup d'enfants à côté de moi. J'aime beaucoup les jeunes. C'est vrai que c'est pas facile de trouver le bon cursus, le bon curseur plus exactement, et de trouver les bonnes solutions, et notamment dans des familles aujourd'hui. Alors on répète toujours, on a l'impression de répéter toujours la même chose. Des milieux défavorisés, des familles monoparentales, tout ça n'est pas simple. Alors j'observe quand même, et ça c'est peut-être pas une mauvaise idée, même si elle est sans doute difficile à mettre en place, mais Gabriel Attal veut miser sur les internats contre la spirale de la délinquance. Il veut proposer aux parents d'envoyer leurs enfants en internat loin de leur quartier. Mais dans quel internat? Qui va payer les internats? Parce que parfois ce sont des familles qui sont défavorisées. Il donne 8 semaines pour faire aboutir le travail collectif. Nous avons besoin d'un sursaut d'autorité. Tout cela, ce sont des mots qui sont évidemment intéressants. On peut être d'accord avec eux. Mais l'histoire de l'internat, je pense qu'on peut rebondir dessus parce que ça, c'est quelque chose a priori de concret. Mais quel internat? Il n'y a pas d'internat en France à part des internats privés. Par exemple, on va créer des internats? Mon neveu qui est dans l'ébénisterie, il a 15 ans, il est affreux. Il est insupportable. Dès qu'il rentre chez ses parents, il fait que des conneries. Ma sœur a décidé de le mettre en internat. Oui, mais internat privé. Quand il va rentrer, un internat, je pense qu'il fait partie des compagnons du devoir parce qu'il est insupportable et qu'il faut le séparer de ce groupe de jeunes qu'il va voir et il fait que des conneries. Et il y a combien d'enfants dans la fratrie? Il y en a 4. Et il est dans quelle position? Lui, il est le dernier. Le petit dernier. Bah écoutez, parfois le petit dernier se conduit très bien dans des familles. Moi, je connais des petits derniers qui sont parfaits. Mais c'est vrai que qu'est-ce que vous voulez? Et à votre avis, vous qui voyez ça de l'extérieur, pourquoi il est insupportable? Parce qu'il a été élevé différemment? Parce que c'est sa nature? Parce que votre sœur a cédé? Parce qu'il y a une espèce
comment je pourrais dire, il y a trop de choses qui vont trop vite avec les portables. Ils demandent tout de suite. Les portables, les portables, ils ont bon dos quand même. C'est pas les portables qui font que les gens sont insupportables, si j'ose dire. Il y a quand même beaucoup de familles qui laissent faire, qui ne tiennent pas leurs enfants. Moi, je sais que ma sœur est très 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 rigide, très bon. Elle est maman, mais bon, elle place quand même les choses, elle pose les choses, mais ils ont une insolence. Voilà. Ah oui, ils sont un peu plus insolents peut-être qu'on ne l'était. Et encore, ça, c'est pas sûr, parce qu'on était déjà assez insolents dans ma génération. La génération de nos parents, c'était encore autre chose, mais il y avait une forme d'insolence. Mais en revanche, il y avait, des tabous. Et notamment, le tabou important, me semble-t-il, il était physique. On ne frappait pas, on ne tapait pas. Ce qui est effrayant aujourd'hui, c'est ce jeune homme de 22 ans qui a été tabassé à mort à coups de batte de baseball par des jeunes gens qui ont 14 et 15 ans. 14 et 15 ans. Et si vous avez vu, je vous conseille d'ailleurs de ne pas voir cette photo parce qu'elle circule sur les réseaux sociaux, mais quand vous voyez la figure de ce jeune homme de 22 ans dans l'état dans lequel ils l'ont laissé, c'est horrible. C'est horrible. Et ça n'existait pas, me semble-t-il, il y a 40 ans. Merci beaucoup Valérie, en tout cas de votre témoignage.